Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Armada, c'est bienvenue à l'Est. Guten Dobry den, tiens, Dober den. Die Bunaziwa, Guten Tag, Grüß Gott. Et ouais, c'est bienvenue à l'Est, épisode 32, saison numéro 2. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivez en images sur Facebook, YouTube, Twitch ou encore en Afrique sur les chaînes Star Style TV et Camara Media TV. À la réalisation, on retrouve Eric Mourechan. Bunaziwa, Eric. À mes côtés, Anna Massoulier. Bonjour Anna. Bonsoir Jérôme. Aujourd'hui, c'est la journée de la Sainte Cécile, la patronne des musiciens, des poètes et des chanteurs et les chanteuses, auteurs, compositrices et actrices. Elle vient de présenter son nouvel album Liberté. Aujourd'hui, nous recevons Clémentine Stepanov. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Bienvenue sur Armada. Bonsoir. Merci. Puis on notera la présence quand même du compositeur Jimmy Diallo et le guitariste Paul-Aimé Guérin qu'on verra tout à l'heure sur scène, je ne vous dis que ça. Aujourd'hui une émission spéciale Ukraine avec deux invités en exclusivité pour Bienvenue à l'Est sur Armada. Victoria Ivankova, cofondatrice de l'Académie ukrainienne de la culture et des arts en Ukraine. Elle prépare une exposition internationale à travers le projet Shelter 6. Bonjour Victoria, dobry den. Dobry večer. Dobry večer. Laskavo prosimo do Armada. Nous parlerons histoire ukrainienne et littérature avec l'auteur Marie-France Claire qui nous parlera de l'Holodomor et de ses deux romans, ces deux livres, 5 ignaces pour un inconnu et un possible voyage. Bonsoir Marie-Claire, bienvenue sur Armada. Bonsoir. Alors, je sais pas, il fonctionne ? Non. Alors, il y a un bouton peut-être. Est-ce que... Ah là là, c'est... Allez-y. Alors, c'est tellement bien. bonsoir Jérôme, bonsoir Anna, dobry večer. Et puis on ira faire la fête en Europe centrale et orientale au programme Ukraine, Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Kosovo et Roumanie. Au programme de cette émission, on parlera littérature avec la première parution depuis 1934 des œuvres érotiques complètes de Guillaume Apollinaire aux éditions La Musartine. Oui, on parlera aussi de pas mal de choses, la musique avec les charts, l'agenda, plein d'événements. Et puis à 20h, le journal, les informations de la semaine, puis la météo européenne du week-end si vous partez en voyage. Avant de découvrir notre première invitée, cofondatrice de l'Académie ukrainienne de la culture et des arts en Ukraine. Aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire, si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour, parmi lesquelles... Kata Barcs, bon anniversaire à Kata Barcs, l'actrice hongroise à la carrière internationale qui a joué dans The Duke of Burgundy, ou Strickland du réalisateur britannique Peter Strickland. Bon anniversaire aussi à la chanteuse germano-turque Atiye Deniz. Elle est actuellement en pleine préparation de son prochain clip. On vous tiendra au courant dès que ça sort dans les charts. Oui, bon anniversaire aussi à Yaroslav Yevdokimov, un chanteur baryton pop russo-ukrainien né en prison ukrainienne. Car sa mère a été condamnée comme nationaliste par les soviétiques. Il a chanté toute sa vie pour ne pas devenir fou. Bon anniversaire aussi à Pavel Oriniansky, illustrateur russe d'origine ukrainienne, à la carrière internationale, le plus connu pour ses illustrations du Maître et Marguerite de Bulgakov. Oui, bon anniversaire à Sobel, chanteur pop et hip-hop, parolier, compositeur et producteur polonais. Son Dick Impress a été certifié disque de diamant. Il déplace les foules. Une pensée à Charlotte Louise Antoinette van Legenfeld, romancière allemande, épouse de Friedrich von Schiller. Oui, et puis donc une pensée à Adi André, poète et journaliste hongrois, porte-drapeau du renouveau de la poésie et de la pensée sociale progressiste hongroise au début du XXe siècle. L'histoire et la littérature, ça fait d'un. Une pensée à Andrzej Zulawski, réalisateur, scénariste, acteur, metteur en scène et écrivain polonais, né à Lviv, en Ukraine. Il réalisa, entre autres, L'importance d'aimer, avec Romy Schneider, ou encore L'amour braque, avec Sophie Marceau. Eh ben, si on commençait nos interviews, tiens. Place à l'interview où elle nous vient expressément d'Espagne. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une grande dame de la culture ukrainienne, Victoria Ivankova, cofondatrice de l'Académie ukrainienne de la culture et des arts en Ukraine. Victoria Ivankova nous parlera du projet de diplomatie culturelle de l'Ukraine Shelter 6 à travers le projet de l'exposition sur Sonia Delaunay et Anna Sobachko-Shostak. Anna va traduire. Victoria Ivankova, bonjour. Dobry den.
Добрый вечер. Bonjour. Dobry вечер. Première question. Quand a été créée l'Académie ukrainienne de la culture et des arts en Ukraine et quel est son but principal? Когда Академия искусства и культуры была создана и какая ее цель? Спасибо за вопрос. Академия искусства и культуры Украины при поддержке Rotary клуба была создана в июне в этом году. L'Académie de la culture et des arts ukrainienne a été fondée grâce au soutien de Rotary Club en В июне, но в августе мы получили юридический en статус. juin de cette année et en août nous avons reçu le statut juridique. Wow. Alors justement, c'est important cette académie pour l'art ukrainien aujourd'hui. И сегодня, в данный момент, Академия искусства, она очень важна для украинской культуры. Конечно, важна, потому что любая нация — это культура в первую очередь. И в связи с ситуацией в Украине у нас разрушено более 41 музея. Bien sûr, cette académie est très importante parce que chaque nation avant tout est la culture et c'est sa culture et aujourd'hui 41 musées ukrainiens sont détruits. Oui, j'allais en venir. Depuis le début de la guerre, beaucoup de sites culturels comme des musées, ils sont 41, on peut chiffrer à combien le nombre d'unités du patrimoine culturel détruit ou endommagé depuis le début de la guerre. Et puis d'où mon autre question, pourquoi c'est important de conserver à tout prix le patrimoine culturel d'un pays? На сегодняшний день можно ли посчитать вообще все объекты культурные, которые были разрушены и которых больше нет? И второй мой вопрос, почему важно в любой ценой сохранить это культурное наследство Украины? На данный момент точных цифр нам неизвестно, потому что многие территории по-прежнему находятся под оккупацией России. Поэтому мы не можем сказать точную цифру, но ориентировочная цифра — это 1700 единиц культурного наследия разрушены или утеряны или повреждены. Pour l'instant, nous ne pouvons pas parler des chiffres exacts parce que beaucoup de territoires sont toujours sous l'occupation russe, mais nous pouvons chiffrer à peu près à 1500 objets du patrimoine culturel détruits ou endommagés. 1500. Почему это важно? Вы задали вопрос. Потому что главная ценность человека, его наследие — это культурные ценности. Благодаря этому мы сохраняем человечество и нацию. Это наш опыт, это код человеческой нации. Et vous avez posé la question pourquoi c'était important la culture et sa conservation. Bien sûr parce que l'homme, je dirais que la culture c'est l'essence de l'homme et c'est important, c'est grâce à la culture que les hommes et les pays conservent leur visage humain, je dirais. Eh ben, c'est exactement ça. Il ne faut pas oublier la culture, c'est important, ça fait respirer l'âme des gens et quel que soit le peuple d'ailleurs, quel que soit le pays, c'est important de garder sa culture. La culture сохраняет душу. Vous défendez donc les créations des artistes ukrainiens. Il y en est une qu'on connaît bien en France, c'est Sonia Delaunay. On voit certaines œuvres à l'écran pour ceux qui nous suivent sur les réseaux et différentes partenaires télévisuels. C'est Sonia Delaunay, l'une des premières femmes artistes à avoir peint de l'art abstrait. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que tu pourrais la présenter en quelques mots? Вы защищаете украинских артистов, и, конечно же, во Франции мы знаем одну такую, господи, по-русски забыла все, художницу. Она была из первых женщин, которая занялась абстрактным искусством, и можешь ли для тех, кто нас слушает сегодня, ее немножечко представить? Соня Делоне — артист, которая была рождена по официальным данным сейчас в Одессе. Ранее считалось, что это Жданск, но на самом деле официальные документы говорят, что она рождена в Одессе в 1885 году. D'après les documents officiels, elle est née à Odessa, même si on disait qu'elle était née à Gdansk, mais elle est née vraiment, selon les papiers, à Odessa en 1885.
Почему я хочу сказать о том, что Соня Делоне и украинская художница тоже? Потому что она рождена на этой земле, и до 5 лет она находилась на территории Украины. И, как всем известно, мы все родом из детства. Поэтому основное наследие нашей души, мотивы нашей души сохраняются с детства. К тому же в многих ее реформаторских важных шагах, в ее искусстве, которые я расскажу далее, были ноты именно украинского наивного искусства, которое было зарождено, украинский авангард, на территории Украины. Sonia Delaunay a vécu au dessin en Ukraine jusqu'à l'âge de 5 ans. Et bien sûr, comme on dit que tout vient de l'enfance, et elle a grandi avec cette culture ukrainienne. Et on sait qu'elle a été influencée par l'art abstrait primitif ukrainien, dont je parlerai... l'art d'avant-garde de l'Ukraine, et dont je vais en parler tout de suite. Oui, il y a une autre pionnière de l'abstrait, c'est Anna Sobczak-Szostak, qui a eu moins de chance que Sonia Delaunay, puisqu'elle est presque tombée dans l'oubli. Comment on peut comparer leurs deux carrières, ces deux femmes si différentes? Другая женщина, да, другая художница, которая пишет абстрактные картины, да, Анна Собчак-Шостак, и она не имела такого же шанса, как Соня Делоне, и была сильно забыта, правда, но можно ли сравнить их произведения, их творчество? Почему я хочу сделать проект про Соню Делоне и Анну Собчак-Шостак? Потому что, во-первых, в мире много боли и трагедии. Сейчас пришло время для женщин, для создания, для объединения и для любви. Et je veux défendre les œuvres de ces deux artistes parce que c'est très important en ce moment de défendre les œuvres des femmes. Et il y a beaucoup de souffrance dans le monde et c'est important en ce moment de soutenir ces œuvres et ces créations. Также есть множественные доказательства, что многие абстрактные артисты абстракции начала 20 века, как Александра Экстер, Малевич, Соня Делоне, они брали свою инспирацию как раз в селах Скопцы, где занималась творчеством такая художница, как Анна Собчак-Шостак. Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'artistes d'art abstrait ont été inspirés en fait par l'art populaire des villages, comme justement de l'art comme Anna Собчак. Более того, Анна Собчак-Шостак экспонировалась в Париже без физического присутствия трижды за свою жизнь, хотя она имела всего лишь 2 класса образования школы и не имела академического образования в художестве и, в принципе, никогда не заканчивала школу. Я хочу сказать о том, что Украина — это земля наивных талантов, гениев, в том числе в искусстве, которые много чего дали этому миру. И, на мой взгляд, это важно раскрыть. Et Anna Szostak a exposé à Paris sans sa présence physique 3 fois, malgré le fait qu'elle n'a jamais eu d'éducation, de formation. Elle a eu en fait juste CO2 comme formation. Et je veux dire que les artistes ukrainiens ont des talents natifs, ou je dirais naturels, sans de formation académique. Также мы можем проследить многие схожести в их творчестве, которым они занимались. Поэтому это одни из самых сильных фигур авангарда начала 20 века. Вопрос в том, что Анна Собчак-Шостак находилась на территории Украины, и в 1932 году, когда случился Голодомор, она была вынуждена бежать на территорию России. И она также занималась текстилем, как и Соня. То есть начало 20 века это был переход от абстрактного искусства, которое перенесли на текстиль. Соня... Il y a beaucoup de points communs dans les œuvres de ces deux femmes. Et Anna Sobczak-Szostak est restée
très longtemps sur le territoire ukrainien jusqu'à 1932, jusqu'au Holodomor, et ensuite elle a été obligée de fuir en Russie. Mais malgré tout, les deux femmes travaillent avec le textile et au début des années 20, au début du XXe siècle, pardon, il y a cette transposition de l'art abstrait sur le textile. То есть это обе девушки, которые внесли большой вклад в мировое искусство с помощью абстрактного искусства. Украинский авангард занимает важное место в этой истории, и я бы хотела об этом рассказать. Ces deux femmes ont beaucoup influencé l'art abstrait mondial, et je voudrais vraiment souligner leur influence et leur importance dans l'art abstrait. D'ailleurs, il y a Eric, comment dirais-je, Victoria, vous préparez un livre sur Anna Sobachko-Shostak. Ouais, c'est où ça en est, ce projet? Ты готовишь книгу, да, про нее, и скажи, как продвигается проект, когда она выйдет. Работы Анны Собачки-Шостак, они выставлялись в Париже, в Нью-Йорке, в Мюнхене. Это совершенно удивительная девушка из поселка, которая не имела образования. В сотрудничестве с такими великими мастерами, как Экстер и Малевич и многие другие, они делали студии, которым обменивались опытом и знаниями. И Anna Sobachko a travaillé, a collaboré avec les grands artistes comme Malevich, comme Exter, et elle a exposé à New York, à Munich, à Paris, et c'était juste une jeune femme de campagne. И сейчас работы Анны Собачки-Шостак находятся на территории Украины, на территории Киево-Печерской лавры. Я уверена, вы все знаете. Там есть Национальный музей украинского декоративного искусства. И в прошлом году, несмотря на войну, мы сделали экспозицию, выставку Анны Собачки-Шостак под ответственность и риск нашего директора музея, несмотря на все, что происходит в нашей стране. Выставку в Киеве. Да. Les œuvres de Anna Sobachko-Shostak se trouvent à Kiev, à Lavra, Pечерская Lavra. Et l'année dernière, malgré toutes ces situations, on a réussi à exposer, à faire une exposition de ces œuvres au risque et au péril, et sous la responsabilité du directeur du musée qui se trouve sur le territoire de Pечерская Lavra. Поэтому мы издали с нашими научными сотрудниками книгу по мотивам этой выставки про Анну Собачку-Шостак. Сейчас я занимаюсь ее издательством. Она будет на 2 языках, на английском и украинском. И мы бы хотели делиться этими знаниями, этим опытом, этими талантами, чтобы мы не повторяли в мире ошибки прошлого. Et avec nos correspondants scientifiques du musée, on a écrit ce livre sur les œuvres, sur l'œuvre d'Anna Sobachko. Et je suis en train de l'éditer en 2 langues, anglais et ukrainien, pour garder la trace de cette femme, de cette vie, et surtout pour ne pas refaire les erreurs du passé. Vaste, c'est vrai ça. Non mais c'est tellement vrai. Ne pas refaire les erreurs du passé. Quand le livre paraîtra-t-il? Когда будет книга? Да. Книга будет в течение 2 месяцев, предполагаемо. Она будет издаваться в Украине, но идет война, поэтому точные сроки сложно сказать. Она уже написана, и сейчас идет верстка. On prévoit la sortie du livre dans 2 mois, mais le livre est édité en Ukraine, et vu la situation, on ne peut pas être sûr de la date exacte. Я думаю, что это очень важно, потому что искусство — язык мира, понятней всей планете. И мы хотим, чтобы Украина говорила языком искусства. Дякую. Дякую. L'art, c'est un langage universel. Et pour nous, c'est important de défendre, pas de parler ce langage, que l'Ukraine parle ce langage. Дякую, Victoria.
Aujourd'hui, alors il y a un projet qui se prépare, c'est Shelter 6, un projet qui reflète l'idée de Victor Hugo et son expression Hugo est égaux, à travers laquelle il dit que dans l'art, tous sont égaux et interconnectés. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Shelter 6 en quelques mots? Quels sont ses principaux objectifs? Расскажи об этом проекте, какие его цели. Честер 6. Shelter 6. Shelter 6 проект — это инициатива благотворительная, волонтерская, моя, в которую мы включили ряд проектов выставочных и издательства литературы, чтобы поддерживать и помогать искусству не погибнуть и быть услышанным. И также для мира, возможно, мы можем поделиться этим опытом чем-то важным и ценным. C'est un projet personnel, bénévole et volontaire pour faire des expositions, des éditions de livres, etc., pour sauvegarder notre culture et pour partager cette culture avec le monde. Et peut-être nous dirons des choses importantes à travers notre art. Et Shelter 6 aujourd'hui donc projette d'exposer en France. C'est un projet international. C'est pour exposer des œuvres de Sonia Delaunay et de Anna Sobczko-Szostak. Vous visez un musée à Paris. C'est le but. Почему должно быть в Париже? Нет, ты хочешь музей в Париже какой? Я думаю, что это очень важно показать в Париже, потому что Париж — это Мекка искусства. И Париж — это для Сони Делоне был дом. Она говорила, что Париж, нигде я не чувствую себя так прекрасно, как в Париже. Поэтому, на мой взгляд, кто, как не Франция, должны говорить про дипломатические мосты, про диалог, про сохранение добра, искусства. И, конечно, Соня была экспонирована в Лувре. Это девушка, которая подарила Лувру 117 работ своих и Роберта Делоне. И ее была экспозиция персональная в Лувре. J'aimerais bien sûr, qu'un grand musée vraiment que Paris expose ces deux femmes. Pourquoi d'abord Paris pour Sonia Delaunay était une maison. Elle disait que se sentait mieux à Paris que partout ailleurs, d'une part. D'autre part, cela Delaunay a été exposé au Louvre. Elle a offert 117 œuvres au Louvre à elle et à son mari, Robert Delaunay. Et bien sûr, si ce n'est pas Paris, qui pourra mettre en avant l'œuvre de ces deux artistes? Paris, qui doit devenir le porte-parole, le porte-drapeau des voix diplomatiques de la paix dans le monde. Et ne dit-on pas que Paris, c'est la ville de l'art? Exactement, c'est Paris qui mesure l'art. Exactement, donc il faut que cette exposition vienne à Paris. Et c'est une exposition internationale, ça fait 60 ans que Sonia Delaunay n'a pas été exposée à Paris. C'est peut-être temps que ça s'arrête et qu'on recommence, et qu'on la revoie, et qu'on la redécouvre dans la capitale de l'art. Pourquoi c'est justement important de faire cette exposition à Paris, allez, disons-le clairement, en 2025? Почему важно сделать эту выставку в 2025 году? Сейчас 60 лет с момента выставки Сони Делоне в музее Лувр, и ей исполняется 140 лет Сони в 2025 году с дня ее рождения. Я считаю, что это прекрасная дата. Мы можем отметить ее добротой, созиданием, энергией. Parce que c'est 140 ans de naissance de Sonia Delaunay en 2025, parce que ça fait 60 ans qu'elle n'a pas été exposée à Paris, et parce que nous pouvons la célébrer avec cette création, cette renaissance, cette naissance. C'est génial. C'est d'ailleurs, oui, non, c'est vrai, les 140 ans, ça se fête, c'est un grand tronc. Et c'est une véritable occasion de célébrer justement cette grande dame de la peinture. Ce projet Shelter 6, pour ce projet, vous cherchez des partenaires? Вы ищете партнеров для этого проекта? Да, мы ищем партнеров для этого проекта. Мы готовы предоставить максимально наше сотрудничество. Музеи Украины сейчас спускают все работы в подвалы и в убежища.
Поэтому для нас это замечательная возможность поддержать Соню Делоне, украино-французскую все-таки художницу, добавить туда, возможно, энергию, любовь и силу, которую мы хотели бы делиться с этим миром, не страданием, а тем, что мы можем создавать и делиться хорошим. Bien sûr, nous cherchons des partenaires parce qu'en ce moment, les musées de l'Ukraine sont en train de descendre et de cacher leurs œuvres dans les caves et dans les abris anti-bombes, n'est-ce pas? Et nous voudrions mettre toute notre énergie, toute notre force, toutes nos connaissances dans ce projet, aider au maximum, faire le maximum que nous pouvons, moi et nos collaborateurs, et montrer au monde non seulement la souffrance, mais aussi montrer la vie. Дякую, Victoria Ivankova. Merci beaucoup, Anna. Écoute, si on croise les doigts pour que ce projet Shelter 6 arrive en France de fort belle manière, avis donc à tous les grands musées, soutenez ce projet, ça vous ferait des heureux, vous ferez une heureuse en tout cas, et elle vous remerciera au plus haut point, franchement, voilà, même moi je vous remercierai, franchement. Allez-y, si nous parlions musique, Anna. Allez, on passe aux charts de la semaine. On commence par les sorties de clips. Les chanteurs bulgares Tidi Alexandrova et Silver chantent l'amour dans le clip intitulé Hysteria, qui a plus de 8 millions de vues. Une chanson hip-hop très dynamique et une mise en scène dans un parking souterrain, un peu dans le style des années 90, un duo qui transporte par leur fougue. Côté charts internationaux en Ukraine, Parfenuk reste toujours en haut du classement avec son titre Vrubay. En Slovaquie, Victor Shane reste également à la première place dans les streamings sur toutes les plateformes avec Sigo Akava. Une fois n'est pas coutume, on file en Finlande et on vous présente le rappeur finlandais Luka Killman, connu plus sous le nom de Average Kid Luke, qui est le premier sur Apple, Deezer et Spotify avec 700 000 vues en 5 jours. On finit avec la Lituanie, Ademas Wisniewskas, qui était le premier du classement en Estonie la semaine dernière, qui cumule 300 000 vues en 4 jours en Lituanie actuellement, avec le titre Zina Kotinore. Et c'est un tube. Franchement, allez écouter ces morceaux, ces chansons. Ça dépote, ils remplissent les stades, ces stars-là. Et non, mais c'est vrai, et on en parlait. C'est Victor Sheen mais c'est énorme. La semaine dernière, 10 premières places du classement du monde. Mais impressionnant. Beaucoup en Europe centrale et orientale. Ouais. Donc, on passe à l'agenda. Alors, le 26 novembre à 19h, le Centre culturel ukrainien organise une projection du documentaire 20 jours à Mariupol, à la Cinémathèque de l'Université Sorbonne Nouvelle, à 8 avenue de Saint-Mandé à Paris. Mdislav Chernov a réalisé un documentaire poignant qui dévoile les horreurs du siège de Mariupol, capturé par les seuls journalistes internationaux présents sur place. 20 jours à Mariupol a été distingué par un Oscar du meilleur documentaire 2024. La projection sera suivie d'une discussion avec Alexandre Kristalovich, fixeur au front pour TF1, qui partagera son expérience personnelle sur le terrain et les défis rencontrés pour témoigner de cette tragédie. L'entrée est libre, mais il faut absolument s'inscrire sur la page Facebook du Centre culturel ukrainien. Le 28 novembre à 20h au Goethe Institut de Paris, dans le cadre de la renaissance du Quatuor, vous pouvez découvrir les compositions de Paul Hindemith, d'Erwin Schulhoff et de Kurt Weill. 3 bouffées d'air frais successives dans le monde, 6 normées du Quatuor à cordes au début du XXe siècle, défendues par 4 des musiciens les plus talentueux associés au forum Voix étouffée, Michael Serra, Michael Riedler, Maxence Grimbert-Barré et Pierre Schaff. Le 25 novembre, à l'espace Rotonde INSA Versailles, aura lieu le vernissage de l'exposition de photographes de Michael Bogart, organisée par l'Institut slovaque de Paris. L'architecte urbaniste Michael Bogart collabore depuis très longtemps avec l'environnement architectural français. Il revient à Versailles pour présenter les thèmes des espaces urbains à Paris et à Bratislava. Ce sera à 5 avenue de Sceaux à Versailles.
Et au 5 avenue de Sceaux à Versailles. Il faut y aller à Versailles, hein, mais allez-y, hein, c'est vraiment à côté de Paris, c'est pas loin. Demain, 23 novembre, à 19h, l'Institut culturel bulgare vous invite vous invite à voir en concert Daniela Belcheva Quartet. Dans sa musique élégante, nuancée et généreuse en couleurs, Daniela trouve des complices parmi les meilleurs jazzmen de Bulgarie. Dimitar Senov à la batterie, Milen Kukosharov au piano et Mihail Ivanov à la contrebasse. Le timbre doux de Daniela et le style d'improvisation des trois musiciens créent une sonorité acoustique riche et émotionnelle. Réservation sur le site Son de la Terre, www.sondelaterre.fr/event/Daniela-Belcheva-Quartet. Voilà, www.sondelaterre et vous mettez Daniela-Belcheva Quartet et vous trouverez. Avant de parler du livre de la semaine, on va parler des fêtes. Alors aujourd'hui, le 22 novembre, nous fêtons la Sainte Cécile, la patronne des musiciens, des poètes, des chanteurs. Elle appartenait à l'aristocratie romaine et mourut en martyr avec son époux, son beau-frère, sous le règne de l'Empire sévère en 230. Et oui, les Romains cherchèrent à la tuer en la faisant étouffer dans un bain de vapeur, puis voulurent la décapiter 3 fois, mais elle refusa de mourir tant qu'elle n'avait pas reçu la Sainte Communion et ne rendit l'âme que 3 jours plus tard. Le crâne de la Sainte est conservé à la cathédrale de l'île de Torcello, à Venise. Aujourd'hui aussi, le jour de l'alphabet albanais en Macédoine du Nord. Lors du congrès à Monastir en 1908, alors que la région était encore sous la domination de l'Empire ottoman, les Albanais choisissent 37 lettres en latin pour représenter une graphie unifiée de la langue albanaise. Oui, demain, le 23 novembre, les Ukrainiens commémorent les victimes de l'Holodomor, une grande famine de 1932-1933, orchestrée par la volonté de Staline. Cette famine qui ne fut précédée d'aucun cataclysme météorologique, devait briser par la faim la résistance opiniâtre que les paysans ukrainiens opposaient à la collectivisation, mais également d'éradiquer, je cite, le nationalisme ukrainien, ressenti comme une grave menace à l'unité de l'Union soviétique. Il y a en peu de 6 mois, environ 4 millions de paysans ukrainiens, un paysan sur 6, moururent de faim dans le plus total abandon et le plus absolu silence. Et Nicolas Vert, historien, spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique, directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent et président de l'association Mémorial France, a écrit des ouvrages les plus complets sur cette famine génocide, Communisme au village, Grande famine soviétique et le dernier, Poutine, historien en chef. Chez Tract Gallimard, d'ailleurs. Pour le dernier. Le 25 novembre, c'est la fête nationale de l'État en Bosnie-Herzégovine, sauf en Herzégovine occidentale. Le 9 novembre 1943, les résistants serbes et croates se réunissent à Morkonjić-Grad, excusez mon serbe, en tout cas mon bosnien, pour jeter les bases d'un futur État et forment le Conseil antifasciste d'État pour la libération nationale de la Bosnie-Herzégovine. Grand jour pour nos amis bosniens. Le 28 novembre, en Albanie encore, on fête le jour de l'indépendance. On commémore la déclaration d'indépendance de l'Albanie de l'Empire ottoman. Cette déclaration a été ratifiée par le Congrès pan-albanais le 28 novembre 1912. Établissement l'État de l'Albanie. Et oui, ce même jour encore, le 28 novembre, les Albanais de Kosovo fêtent la journée du drapeau albanais en référence à la déclaration d'indépendance de l'Albanie, tu en as parlé Anna. Les drapeaux albanais sont affichés sur les institutions, divers bâtiments et les maisons des Albanais. Le 28 novembre toujours, en Roumanie, on commémore l'union de la Bucovine avec la Roumanie. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, après la chute des empires russes et austro-hongrois, toutes les provinces peuplées par les Romains s'unissent sous l'égide d'un seul État-nation. Et la déclaration par laquelle la Bessarabie s'unit avec la Roumanie a été adoptée le 27 mars. 1918. Le 28 novembre, le Congrès général de la Bucovine a voté pour l'union de la Bucovine avec la Roumanie. Le processus d'unification est terminé. Et place au livre de la semaine. Eh bien oui, la place au livre de la semaine. Mais alors, quel livre ? Hier, 21 novembre, a été réédité une anthologie d'un auteur
très célèbre. Pour rappel, issu par sa mère de la petite noblesse polonaise, il est né à Rome le 25 août 1881, déclaré le 26 le lendemain. Son nom véritable, il s'appelle Wilhelm Albert Włodzimierz Alpunilaris de Vasko-Strowicki. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est Guillaume Apollinaire. Novograd, c'est le village natal de sa mère, Angelika Kostrowicka. Il se trouvait alors dans l'Empire russe et aujourd'hui en territoire biélorusse. Guillaume Apollinaire a pris la nationalité française le 9 mars 1916 au cours de la Première Guerre mondiale. Alors on connaît ses poèmes, ses recueils Alcool, paru en 1913, ou Calligramme, poème de la paix et de la guerre, paru en 1918 aux éditions Mercure de France. On connaît sa correspondance avec Madeleine, qui prendra fin suite à sa blessure de guerre survenue quelques jours après sa naturalisation. Mais on connaît aussi son célèbre roman intitulé Les 11 000 verges ou Les amours d'un hospodar, paru en 1907. Hier donc ont été rééditées les œuvres érotiques complètes de Guillaume Apollinaire aux éditions de la Musardine. Alors un peu d'histoire. En 1934, soit 16 ans après sa mort, le 9 novembre 1918, paraissent sous le manteau, bien sûr, les œuvres érotiques complètes de Guillaume Apollinaire. Cet ouvrage constitué de 3 tomes comprenait les 11 000 verges, les exploits d'un jeune Don Juan et poésie. Il n'a jamais été réédité tel quel depuis. C'est donc historique. Les pérégrinations du prince Vibeshku sont ponctuées de scènes particulièrement inconvenantes, décrivant dans une joie infernale toutes les facettes de la sexualité avec une volonté évidente d'éclectisme. Le sadisme, le masochisme, l'ondinisme, l'onanisme, le saphisme, le vampirisme et surtout le surréalisme qui, sublimant la crudité du récit, transcende l'humour placé au tout premier plan. Avec Guillaume Apollinaire, la question est désormais posée. Tout compte fait, l'enfer ne serait-il pas joyeux ? Excellente question. Je crois que voilà. J'ai mon avis sur la question. On n'est pas loin de Rabelais là. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est vrai, on apprend Guillaume Apollinaire à l'école, imaginons. Voici donc réédité ce livre intitulé Œuvre érotique complète de Guillaume Apollinaire aux éditions La Musardine. Vous avez la couverture à l'écran, seule édition intégrale des textes érotiques de ce précurseur de toutes les avant-gardes, augmentées d'analyses permettant de rendre accessible et de clarifier cette œuvre licencieuse, reconnue, la plus marquante du XXe siècle, c'est dire. C'est dire, exactement. Alors, et puis un autre livre. On connaît peu cet Apollinaire-là. Oh là là, non. Eh bien, je sens, tu sais, que tous les collégiens disent attends, je lis Guillaume Apollinaire. Attends, bouge pas. Ben si, je lis Guillaume Apollinaire. Tu m'étonnes. Interdit aux moins de 18 ans. Il y a un autre livre qui va voir le jour la semaine prochaine. C'est le Centre Tchèque et les éditions du Pacifique qui ont le plaisir de vous inviter au lancement du livre Prague Aquarelle qui se tiendra jeudi prochain, le 28 novembre à 18h à la bibliothèque, au 3e étage du centre tchèque. C'est magnifique là-haut. L'aquarelliste Tom Mers, auteur de ces illustrations, sera présent pour partager son travail. Le nombre de places est limité. Il suffit juste de confirmer votre présence par mail à bonjour@leséditions avec un S du Pacifique.com. Je répète, bonjour@leséditionsdupacifique.com, et puis vous assistez à ce lancement de ce très beau livre Prague Aquarelle. On va poursuivre. Il est 19h44 sur Armada et on va poursuivre avec une dame de littérature aussi. Elle n'écrit pas la même chose que Guillaume Apollinaire. Elle nous amène dans l'histoire de l'Ukraine du début du XXe siècle. Anna, exact. Je te laisse commencer. Bonjour Marie-France. Bonjour Anna. Et donc je vous présente les 2 livres qu'on a eu l'honneur de lire. On voit même le 3e. Et exact. Impossible voyage est une sorte de journal d'écriture, comme le journal des faux-monnayeurs pour le roman de Gide, Les faux-monnayeurs. Et Impossible voyage n'est pas seulement un récit de voyage en Ukraine, la terre de vos ancêtres. C'est aussi un voyage dans le passé inconnu ou tu depuis 75 ans que vous ressuscitez grâce aux mots. Et ce passé est également magistralement ressuscité dans 5 Ignaces pour mon inconnu. Marie-France, vous reconstituez votre cheminement entre l'envie de connaître votre famille restée en Ukraine et l'interdiction maternelle d'y retourner,
entre l'impossibilité de recherche généalogique, faute d'archives, et l'écriture libératrice de ce même passé, l'écriture devient-elle pour vous un moyen de reconstituer ce qui n'est plus ou ce qui a été? L'écriture, elle est vitale. J'ai éprouvé le profond désir d'écrire un peu pour me sauver. Et ça a commencé il n'y a pas très longtemps, au moment où, à Maïdan, eh bien, en octobre-novembre 2013, pardon, parce que ça m'a rappelé 100 ans avant la vie de mon grand-père. Voilà, 2013, Maïdan, des jeunes viennent sur la place. Ils parlent ukrainien ou ils parlent russe. C'est ce qui les réunit. C'est pas une langue. Ce qui les réunit, c'est un désir de liberté. Et ça a été tellement fort pour moi. L'Ukraine, pour moi, s'est réveillée, alors que pendant toute ma vie, j'ai entendu ma maman, mes grands-parents n'en parlaient pas, eux, ils pleuraient. Mais j'ai entendu l'Ukraine, bon, elle est perdue. C'était soviétique. Impossible d'avoir des relations, d'avoir des courriers, impossible. Ils avaient perdu tout contact depuis le mur de fer, le rideau de fer. Donc, Maïdan me révèle en moi que j'ai un vide, que je connaissais, mais je l'avais occulté, et que ça, eh ben, maintenant il faut y aller. Et j'ai écrit aux archives de Vinnytsia pour demander des documents sur mes grands-parents, actes de naissance, de mariage. J'ai jamais reçu ces actes-là, mais j'ai reçu en revanche un autre document qui m'a révélé un aspect absolument inconnu de ma vie, parce que de la vie, vous voyez, un lapsus, c'est pas ma vie, c'est la vie de ma famille, mais elle est là en moi, même si on ne m'en a pas parlé. Il y a quelque chose d'un inconscient qui est passé par l'émotion de mes grands-parents. Moi, mes grands-parents, ce qu'ils m'ont transmis, c'est pas des faits, c'est pas des documents, mais des choses tangibles et objectives. Ils m'ont transmis leur douleur. C'est ça ce qui se passe entre les enfants d'émigrés et les émigrés. Et il faut la troisième génération qui dit maintenant je vais m'y mettre avec raison, avec méthode, avec recherche, avec archives. Et là je vais chercher, je vais comprendre. Donc ces documents m'ont révélé quelque chose de ma famille. Et je me suis dit il faut que je cherche maintenant. Et j'ai écrit 5 zinnia pour mon inconnu parce que je voulais aussi transmettre. Mais j'ai pas écrit pour les autres, j'ai écrit pour moi d'abord. Et j'ai utilisé un support narratif parce que quand on a beaucoup d'éléments historiques et d'éléments, disons, émotionnels, il faut les inscrire dans un récit qui soit recevable par un lecteur, donc une intrigue. Et mon intrigue, c'est une recherche, c'est une enquête. Et cette enquête est racontée à 2 petits-enfants. Et les 2 petits-enfants, voilà, ces 2 petits-enfants, les modèles ont été mes propres petits-enfants. Évidemment, j'ai puisé beaucoup dans ma propre vie, mais je me suis rendu compte que j'étais en train de transmettre. Mais ça, je voulais pas ça au départ. Je voulais simplement mettre un nom sur des non-dits énormes. Et donc, j'ai appris plein de choses sur ma famille, sur ce qui s'était passé autrefois. Mais maman m'avait toujours dit, ne va jamais en Ukraine, ils sont tous morts. Si tu y vas, tu seras très mal reçu. Si tu réclames quoi que ce soit de leurs biens, ça ira très très mal pour toi. Bon, mais j'ai respecté l'interdit maternel, mais je l'ai dépassé. Bon, j'avais quand même plus de 50 ans. Oui. Alors, dans le livre, là, vous campez plusieurs personnages, en réalité des personnes réelles qui sont entrées dans la vie de vos grands-parents ou étaient de votre famille, de vos grands-parents. Vera et ses parents, Piotr, ont fui la révolution soviétique et se sont installés en France. La thématique de l'immigration traverse tout l'ouvrage en fil rouge. Votre personnage Vera parle de son père naturalisé comme d'un Français à 19 sous. Absolument. Il fallait 20 sous pour faire un franc. Les émigrés sont représentés comme des sous-hommes. Est-ce que vous avez toujours cette impression
que la France contemporaine traite ses immigrés ukrainiens comme des sous-hommes. Non, justement, ça a changé. Ah, c'est bien. Ça a changé. Vous savez, j'ai découvert récemment un document important. Ma grand-mère, je veux montrer quand même leur portrait. Voilà, ma grand-mère a un frère, c'est Yvan. Et bon, tous ces gens-là ont émigré en 1923 en France. Ils étaient d'abord réfugiés dans un camp polonais à Kalisz, et ça, pendant 2 ans, ils ont vécu dans des conditions très, très, très pénibles. Mais Yvan, donc, qui était ingénieur chimiste, arrivé à Paris, chauffeur de taxi, rassemble tous les émigrés ukrainiens. Il y en avait plus de 700. Et il leur a fait signer une lettre. Et cette lettre était adressée à la Société des Nations. Et cette lettre est merveilleuse. Elle dit « Nous, Ukrainiens, qui sommes arrivés en émigration, nous avons le sentiment très douloureux de ne pas être reconnus comme Ukrainiens. On nous dit que nous sommes Polonais, on nous dit que nous sommes Russes, mais quand nous disons que nous sommes Ukrainiens, on ne connaît pas ce pays, on ne connaît pas cette nation. » Et il demande à la SDN que tous les pays européens reconnaissent l'Ukraine en 1923. Oui, c'est un document extraordinaire. Je l'ai découvert, je ne peux pas en parler dans mes livres parce que je l'ai découvert récemment. Ah, ça fera l'objet peut-être d'un 4e livre alors. Eh bien, c'est ce que je suis en train d'écrire. Oui. Autrement dit, les Ukrainiens aujourd'hui, ils sont reconnus comme un peuple qui lutte pour la liberté de l'Europe. Ils sont reconnus comme une culture véritable. Et bon, Victoria, vous travaillez pour faire reconnaître la culture ukrainienne. C'est très important. Le centre culturel ukrainien aussi fait beaucoup de choses. Et moi, j'écris des livres pour faire connaître aussi. Maintenant, c'était pas mon objectif au départ. Au départ, c'était me libérer. Et puis quand j'ai commencé à comprendre que les gens lisaient le livre en me disant mais comme ça tu nous fais connaître l'Ukraine, les Français. Ah, je savais pas que c'est un pays avec une telle culture, une telle originalité, et que la langue ukrainienne n'est pas la langue russe. Ah oui, oui. L'italien n'est pas le français. Bon. Ah oui, et donc exactement. On comprend, les gens commencent vraiment à comprendre. Bon, la guerre aussi, malheureusement, est là pour le dire. Et une autre thématique importante pour vous, c'est la désoviétisation. Autrement dit, le changement des mentalités qui était matraqué quand même par l'idéologie communiste pendant 70 ans. Et je peux en parler du même phénomène en Russie pour les gens de ma génération. Et d'un côté, le personnage de Vera parle de la nouvelle génération qui s'est libérée du carcan soviétique. Mais d'autre part, votre personnage du journaliste ukrainien, Oleksa, parle des compatriotes comme du peuple qui ne sait toujours pas réfléchir, qui n'a pas encore de conscience politique. Est-ce que vous pensez que ça a changé depuis 2015 ? Écoutez, Oleksa connaît mieux l'Ukraine que moi. Et vous abordez une question qui est assez délicate. Dans la postface qui est faite à mon livre Impossible voyage, le livre a été traduit par une écrivaine ukrainienne qui s'appelle Evgenia Kononenko et que j'ai l'immense bonheur d'accueillir chez moi depuis 2 ans. Et elle a traduit ce livre et dans sa postface, elle dit... l'auteur, donc moi, aime l'Ukraine, mais elle ne connaît pas encore vraiment l'Ukraine. Autrement dit, elle n'en connaît que les aspects un peu fantasmés ou idéalisés, mais elle n'en connaît pas aussi les aspects moins agréables, des aspects plus difficiles à expliquer. Et ça fait partie, justement. Oleksa dit que certains Ukrainiens n'ont pas encore cette... capacité à se reconnaître pleinement ukrainien. Et parmi mes lecteurs, j'en ai qui me disent moi je parle russe, mais je ressens un sentiment maintenant de culpabilité, mais c'est ma langue maternelle, que faire? Donc c'est une ambiguïté là qui est douloureuse pour elle. De même, il y a une de mes lectrices me dit pendant longtemps, je n'ai jamais su qui j'étais. Cette ambiguïté de l'identité de l'habitante d'Ukraine, elle est réelle.
Et c'est ce que j'essaye d'explorer dans mon prochain bouquin. Qu'est-ce que c'est que l'identité ukrainienne ? Comment les Ukrainiens se ressentent ? Comment ils ressentent les Français ? Surtout quand les émigrés ou les déplacés qui viennent à cause de la guerre viennent en France. Comment ils ressentent la France ? Et je fais toute une enquête sur cette thématique que je trouve intéressante. Alors justement, il y a aussi un autre thème, c'est celui de l'Holodomor. L'Holodomor, moi j'aimerais aussi revenir sur la fin de votre livre, où vous parlez de la lettre de Vassil Kazmierczuk, où il relate un état de pauvreté extrême dans toute l'Ukraine et surtout dans les petits villages perdus. Votre personnage fait état de la corruption à toutes les échelles de l'État, les pompiers, les gendarmes, les douaniers, les médecins et les professeurs, les députés, les banquiers, les hommes politiques, les fonctionnaires des grandes administrations et les juges. Ces sujets, la pauvreté et la corruption, sont toujours d'actualité pour vous. Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas allée en Ukraine et que j'ai pas suffisamment d'informations. Je ne suis pas journaliste, mais je sais que le président Zelensky lutte contre la corruption et que on a souvent des informations disant il a évincé de tel poste un homme corrompu, quelqu'un vendait des autorisations d'échapper au service militaire, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai. Par exemple, mon ami Olexa, quand il s'est marié, il a eu un enfant, eh bien le médecin demandait un pot de vin. Il a refusé de payer un pot de vin et il a dû aller dans une autre maternité où on était plus respectueux tout de même des règles de l'honnêteté. Voilà. La corruption, elle est aussi liée à la dictature communiste. Bien sûr, à 70 ans de soviet. 70, bien sûr, voilà. C'est à tous les niveaux. Mais justement, je pense que le pire, c'est des petits niveaux. Justement, c'est les petits quartiers, c'est les petites villes, les villages. Là, c'est plein. Il n'y a personne pour, je dirais, pour l'indiquer. C'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus, je dirais, facile sur les grands postes d'État, etc. Mais comme vous dites, dans les petits villages. Voilà. Vous citez aussi la garde blanche de Bulgakov dans ce possible voyage, un possible voyage. Et la garde blanche raconte la résistance des Ukrainiens au régime soviétique dans les années 20. Et vous citez un extrait extrêmement poétique que je citerai. Tout passe, les souffrances, le sang, la faim, les épidémies. Les pays disparaîtra, mais les étoiles, elles, subsisteront bien après que l'ombre de nos corps et de nos actes aura disparu de la surface de la terre. Il n'est personne qui ne le sache point. Alors, pourquoi ne voulons-nous donc pas lever les yeux vers elle ? Pourquoi ? Marie-France, est-ce que ce que représente cette idée de l'éternité des étoiles, de l'effacement des corps et des actes au profit de cette brillance est toujours... que représente cette idée ? Écoutez, c'est un espoir de paix, c'est un espoir d'humanité, parce que l'on parle russe, français, ukrainien ou toute autre langue, on est tous faits de la même pâte, de la même glaise, la même émotion, les mêmes désirs. Et pourquoi cette guerre, pourquoi ces guerres ? C'est douloureux, je crois que... C'est difficile de résoudre cette question. Chacun peut-être peut le faire en écoutant en soi ce qu'il y a de meilleur et en le partageant. Cela peut être par des œuvres d'art, comme vous le faites, Victoria. Ça peut être par un travail de radio, puisque vous avez partagé énormément de créations tout à l'heure en citant les artistes de l'Est. C'est pour ça que je les défends, parce que justement on n'en parle pas assez. C'est un peu mon combat. Merci beaucoup, Marie-France Claire. On parlerait des heures de vos livres. C'est très très intéressant, très enrichissant. Je rappelle 5 Ignace pour mon inconnu, et puis Impossible voyage. Ça fait 75 ans que je vous attendais. Vous allez sur le site de Marie-France Claire, mariefranceclaire.com si je ne m'abuse, et vous trouvez ces livres. Commandez-les, ils sont super intéressants. On les a lus. Il est 20h sur Armada, place au journal. Hier, il y avait une rencontre au sommet. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a rencontré le président serbe Aleksandar Vučić.
Vučić, lors de sa rencontre avec le président serbe Aleksandar Vučić à Belgrade, le premier ministre slovaque Robert Fico et le président serbe se sont mis d'accord sur des questions clés comme le Kosovo, l'immigration et la guerre en Ukraine. La Slovaquie redéploiera des troupes au Kosovo. Oui, Robert Fico a rappelé que son pays respecte l'intégralité territoriale de la Serbie et soutient sa position sur le Kosovo, dont l'indépendance n'est pas reconnue par la Slovaquie. La Slovaquie déploiera à nouveau, après 15 ans, des troupes dans le cadre de la mission de maintien de la paix dirigée par l'OTAN au Kosovo, la KFOR. Cette annonce fait suite à la récente décision de la Slovaquie de fermer son bureau de liaison à Pristina. Le redéploiement prévu des troupes slovaques est, je cite, un développement positif et un signal fort pour l'alliance de l'OTAN, sont des mots de Vladimir Bilčík, ancien eurodéputé et rapporteur sur la Serbie, ajoutant que la présence de l'OTAN est vitale, étant donné l'escalade des tensions dans le nord du Kosovo. Sur l'immigration, Robert Fico a salué la coopération de la Serbie avec la Hongrie pour sécuriser les frontières extérieures de l'Union européenne. Il a déclaré que l'UE embrasser les mains de la Serbie pour ses efforts visant à freiner l'immigration illégale. Au sujet de l'Ukraine, Aleksandar Vučić a souligné la nécessité de la paix entre l'Ukraine et la Russie et a mis en garde contre les décisions qui entraîneraient une escalade du conflit. Robert Fico a ouvertement critiqué la politique occidentale à l'égard de l'Ukraine, en particulier la récente décision des États-Unis d'autoriser des frappes de missiles en profondeur sur le territoire russe. En début de semaine, dans une vidéo, il avertissait que, je cite, « soutenir de telles actions équivalait à soutenir la Troisième Guerre mondiale ». Fin de citation. Rappelons que le chiffre d'affaires de l'industrie de la défense européenne a augmenté de 17% et que celle-ci estime que les gouvernements devraient s'engager à verser plus d'argent pour voir au-delà des besoins à court terme liés à la guerre en Ukraine. À noter que Robert Fico a également confirmé la planification d'un voyage des deux dirigeants à Moscou en mai 2025 pour commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Eh oui, 1945. Pologne, l'eurodéputé polonais du parti Droit et Justice, le PiS, conservateur et réformiste européen à l'Union européenne, Arkadiusz Mularczyk a adressé une lettre au président élu américain Donald Trump, l'exhortant à soutenir les demandes de la Pologne concernant les réparations pour la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne. Roumanie. Le gouvernement roumain a approuvé la première stratégie énergétique du pays en 17 ans. Allant jusqu'à 2035, la Roumanie, qui a fait du stockage de l'énergie une priorité essentielle, le pays envisage une transition progressive des centrales électriques au charbon vers le gaz naturel plus propre à court terme et vers l'énergie nucléaire à moyen et à long terme. Allemagne, l'avenir politique d'Olaf Scholz est en jeu. À l'approche des élections anticipées du 23 février et face à des sondages préoccupants, de plus en plus de responsables du Parti social-démocrate, le SPD, du chancelier Olaf Scholz, voient en Boris Pistorius, actuel ministre de la Défense, un meilleur candidat pour la course à la chancellerie. Un citoyen d'un État de l'Union européenne résidant dans un autre État membre ne peut se voir refuser l'adhésion à un parti politique, a statué la Cour de justice de l'Union européenne. Oui, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a jugé que les législations polonaises et tchèques qui, je cite, confèrent le droit de devenir membre d'un parti politique à leurs seuls ressortissants, fin de citation, violaient le droit des citoyens de l'Union résidant dans ces pays à se présenter aux élections locales et européennes et sont déclarées de fait illégales. L'arrêt fait suite à une plainte déposée par la Commission européenne contre les lois tchèques et polonaises, empêchant les ressortissants étrangers d'adhérer à des partis politiques de ces deux pays. Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sont définitifs et sans appel. Si la Pologne et la République tchèque sont tenus de respecter cette décision, eh bien, aucune sanction n'est prévue à ce stade pour l'instant. Toutefois, si la Commission européenne conclut ultérieurement que ce pays ne se sent pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, elle peut intenter une nouvelle action en justice afin d'obtenir des sanctions financières. Directive européenne sur le salaire minimum, les syndicats alertent contre l'inaction des États membres. Approuvée en octobre 2022, la directive européenne exige que les États membres qui ont des salaires minimums légaux introduisent une série de mesures visant à garantir l'adéquation, je cite, des salaires des travailleurs.
Elle propose, mais n'exige pas, qu'un salaire minimum adéquat soit fixé à un niveau d'au moins 60% du salaire médian brut du pays et 50% de son salaire moyen brut. Dans un rapport publié lundi dernier, la Confédération européenne des syndicats, la plus grande organisation syndicale d'Europe, indique qu'un manque de volonté politique a conduit de nombreux États membres, dont la France, la Pologne et les Pays-Bas, à manquer la date butoir du 15 novembre pour la transposition de la directive européenne sur le salaire minimum dans le droit national. Alors quelques jours avant cette date, seuls 8 États membres avaient officiellement ratifié la directive, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Hongrie, la Lituanie, la Roumanie et la Suède. À l'inverse, le rapport révèle que d'autres États membres, dont la Lettonie et le Luxembourg, mais aussi paradoxalement la République tchèque, se sont activement engagés dans des efforts visant à réduire les salaires des travailleurs ou leur capacité à négocier des conventions collectives. Voilà un journal concocté par le média Euractiv. Merci pour votre attention. Place à la météo du week-end. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, eh bien sachez que ce week-end verra se battre le soleil avec les nuages, avec des températures très fraîches jusqu'à dimanche. Samedi matin, le soleil aura du mal à percer sur tout le continent. On attend encore de la neige sur Riga, en Lettonie, et à Žilina, en Slovaquie, avec 0 degré. Le soleil se montrera en Pologne, du côté de Varsovie, mais aussi à l'ouest de la Slovaquie, en Croatie et sur l'ouest de la Roumanie. Côté température, elles seront fraîches, voire même négatives sur le front est du continent, allant de -4 à Vilnius, -3 degrés à Tallinn, -2 à Riga, jusqu'à 1 degré à Kiev. Le centre de l'Europe verra le mercure autour de 2 degrés. Le minimum pour Sofia avec -1 degré, 3 degrés à Bratislava, 5 degrés à Zagreb en Croatie. Le maximum pour l'est de l'Ukraine où il fera 10 degrés à Donetsk, jusqu'à 12 degrés à Dniepro avec une légère pluie modérée. Grosse pensée aux victimes du bombardement subi hier matin dans cette même ville. Samedi après-midi, le soleil percera enfin sur tout le continent ou presque. En effet, on prévoit un temps couvert sur la partie orientale du continent, comme tout le ciel ukrainien. Côté Mercure, on aura -1 degré du nord au centre de la Roumanie, où on passera au-dessus de 0 en Pologne, en Allemagne et dans les Balkans. 2 degrés à Belgrade, 3 degrés à Chisinau, 4 degrés à Bratislava, mais -3 degrés de minimum à Žilina en Slovaquie. Dimanche matin, les nuages chasseront le soleil, amenant même de la pluie sur Berlin et le nord de l'Allemagne. On attend un ciel couvert, mais pas de pluie sur toute la Slovaquie, mais aussi en République tchèque, en Pologne, en Moldavie et jusqu'en Biélorussie et en Lituanie. Le soleil, lui, se trouvera alors sur les Balkans, avec un plein soleil sur la Bulgarie, la Roumanie et l'Ukraine, mais avec des températures glaciales. On attend -4 degrés à Kiev et à Sofia, -2 à Bucarest, 0 degrés à Chisinau, 2 degrés à Varsovie, 3 degrés à Bratislava, 7 degrés à Zagreb et Berlin, 8 degrés de maximum à Prague. On voit que Saint-Dimitri est passé. Dimanche après-midi. Avec sa barbe blanche. Eh ouais. Dimanche après-midi, hormis de la pluie à Varsovie et quelques rares ondées attendues à Prague, eh bien en République tchèque, eh bien le ciel sera plutôt ensoleillé sur tout le continent. Les températures varieront de 1 degré à Vilnius et à Minsk, jusqu'à 12 degrés à Berlin et Athènes en Grèce, à 0 degré à Kiev, 2 degrés à Budapest et à Varsovie. 4 degrés à Bratislava. Chisinau sera sous le soleil avec 5 degrés, 6 degrés sur les Balkans, 9 degrés de maximum à Zagreb en Croatie, ainsi qu'à Prague. Clémentine Stepanov va rejoindre la scène d'Armada. Elle est dans Bienvenue à l'Est dans un instant. Et on n'arrêtait pas d'en parler toute la première heure. Mais toute la première, c'est la liberté. Son album s'appelle Liberté, son concert aussi d'ailleurs. Elle sera en concert d'ailleurs à l'église, c'est Place Sainte-Jeanne d'Arc, c'est l'église Notre-Dame de la Gare. Notre-Dame de la Gare. Voilà, c'est ça exactement, à 16h, allez la voir en concert, c'est un pur bonheur. En attendant, voici donc Clémentine Stepanov. Elle chante accompagnée par Paul-Aimé Guérin, son guitariste. Il faut du temps. C'est sur Armada. Et ben le temps va le prendre. Tiens, place à la musique, place à la chanson. Clémentine Stepanov, il faut du temps. Il faut du
temps du printemps à l'hiver et le silence pour inspirer le chant. Il faut la glace pour vivifier la terre, être sculpté au bourrasque du vent. Il faut l'automne pour presser le raisin, que le ciel pleure comme un cœur qu'on oppresse, feuilles froissées, déchirées dans l'averse, vignes taillées pour savourer le vin. Il faut du temps au désir pour renaître, pour que la sève remonte jusqu'aux feuilles, pour voir enfin les bourgeons apparaître, que l'espérance vienne effacer le deuil. Et puis un soir, prendre le temps de vivre, un soir d'été, danser avec le vent, danser malgré la douleur et le sang, s'abandonner à la douceur de vivre. Comme un voilier s'appuie contre le vent, et tangue cherche encore son équilibre, s'appuyer sur tes bras en essayant pour encore de rester libre. Comme un voilier s'appuie contre le vent, et tangue cherche encore son équilibre, s'appuyer sur tes bras en essayant pour encore de rester libre. Bravo. Bravo. Bravo, Clémentine Merci. Stepanoff, accompagnée par Paul Aimé Aimé Guérin à la guitare. Merci beaucoup, Clémentine. Clémentine, c'est une magnifique chanson. Il faut du temps. Elle est chanteuse, elle est comédienne, elle est compositrice, elle est danseuse. Clémentine Stepanoff est une artiste complète, comme on dit. Aujourd'hui, vous allez découvrir son nouvel album. Il a un titre avec le plus beau des mots, Liberté. Première question, puis encore bienvenue sur Armada. Excuse-moi, c'est vrai que y a un nom qui me fait résonner, qui résonne dans ma tête en fait quand j'entends Clémentine chanter. Je le dirai tout à l'heure. Comment c'est venu, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent en fait, comment t'es venue la musique? Comment t'en es venue à la musique? Je suis venue à la chanson par les textes. En fait, je suis comédienne depuis 15 ans et ce qui m'a donné envie d'écrire des chansons, d'abord, c'est les textes. J'ai toujours aimé chanter. Toute ma jeunesse, je chantais chez les scouts, beaucoup en marchant, dans toutes nos actions. Et puis, à l'adolescence, en prépa littéraire, j'ai commencé à écrire de la poésie. Après, j'ai eu envie de devenir comédienne. Ça m'est venu d'un coup en prépa littéraire, en Cagne.
Et puis, j'ai fait une de mes formations de théâtre a été en Biélorussie parce que j'ai des origines slaves aussi. Stepanov, c'est d'origine ukrainienne. Mon grand-père est venu en France aussi à l'époque des révolutions. Et donc, je suis partie un peu en quête de mes origines aussi en Biélorussie, faire une formation très pluridisciplinaire. Et le chant était présent donc, dès le début de ma formation. On avait du chant, du piano. À cette époque-là, je chantais Piaf et des chansons, des romances russes. Et j'ai toujours chanté dans mes pièces de théâtre. C'était des respirations musicales et ça apportait beaucoup d'émotions. Mais il y a eu un déclic vers 2018. J'ai fait une sorte de comédie musicale qui s'appelait Adèle, l'audace d'une missionnaire. Et donc ça venait de l'extérieur. Un peu, on a enregistré un album pour ce spectacle. Et c'est là que je me suis posé la question, et si je devenais vraiment chanteuse, en plus de comédienne. Et j'ai créé ma compagnie à cette époque-là, la compagnie Corps et âme. Et un des amis du noyau était compositeur et m'a proposé d'enregistrer l'EP, l'album Corps et âme. Il s'appelle Bruno Martin. Et c'était des chansons d'amour sensuelles et mystiques, un peu inspirées par le Cantique des Cantiques. Et donc à présent, ça va être, j'ai le projet d'écrire mon premier album comme auteur-compositeur. Après avoir été pendant 15 ans interprète, j'ai la joie de commencer à écrire en mon nom. Justement, dans ce nouvel album, Liberté, on retrouve ton écriture, ta poésie. Et si je pense à Frisson d'Olou, c'est digne de Léo Ferré. Et en tout cas, on l'imagine bien chanter cette chanson. Quelles sont tes influences musicales ? Et qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture ? C'était les chansons à texte les chanteurs à texte comme Cabrel et Goldman, ça a été les plus grandes sources d'inspiration. Maintenant, j'aime bien Linda Lemay, Dominica A, Kali. Il n'y a que des chanteurs à texte. C'est-à-dire qu'en vraiment, on se ressource avec eux, en fait. C'est ça qui est bien. Moi, je disais, c'est vrai que Léo Ferré, quand on... Oui. Ça Attends, respire, j'écoute quoi. Mariage et La chair de poule. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis même quand on écoute Clémentine, c'est très... franchement, on balance pas des mots. On joue avec les mots. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que je voulais absolument inviter Clémentine. Et donc, qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture de tes chansons ? Ce qui m'inspire, c'est beaucoup la nature. C'est comme je suis dans le tourbillon de la vie parisienne, la vie d'artiste, d'intermittente du spectacle, c'est toujours dans la nature que je me ressource et ça a été le sujet de plusieurs de mes chansons. Dans Il faut du temps, je parle du rythme de la nature, du rythme des saisons. C'est venu par... c'est souvent dans mes retraites spirituelles que je me recharge pour repartir dans l'action, après la contemplation. Et dans Il faut du temps, le petit déclic, ça a été un jour dans une retraite spirituelle, une femme m'a dit, une accompagnatrice m'a dit « Mais tu as l'impression de stagner, mais non, on a tous des saisons. » Et il y a des saisons où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est l'hiver, mais pourtant, sous la neige, il y a des graines qui ont besoin de cette période d'hiver pour être fortifiées, pour donner plus de fruits plus tard. Et elle m'a même dit que les jardiniers mettaient les graines au congélateur pour qu'elles donnent plus de fruits. Donc ces périodes calmes sont nécessaires pour après porter du fruit. Moi, il m'a fallu des années avant d'écrire mes chansons et tout ce que j'ai fait avant a servi. Les études littéraires, la vie de comédienne m'aident à interpréter ces chansons. C'était des graines, en fait, mises au congélateur. Ça s'appelle la richesse de la vie, en fait. C'est ça, parce que tant qu'on n'a pas vécu, c'est vrai que la vie apporte énormément d'expérience. Bien sûr. C'est la richesse, enfin, c'est incroyable. Alors ce dimanche, alors il y a à tes côtés, on l'a pas présenté, enfin si on l'a présenté en début d'émission, c'est Jimmy Diallo et il est compositeur et il participe, il travaille aussi avec toi. Oui. Bonjour Jimmy d'ailleurs. Bonjour.
Et alors, il a composé une de tes chansons. Oui, c'est la chanson Traversée. On l'a Co-composée. co-créée, on va dire. Jimmy est plus à la musique. Si tu veux raconter un peu comment Vas-y. on s'est rencontrés. Comment s'est fait cette rencontre? On s'est rencontrés en novembre 2023 lors d'une conférence sur les droits d'auteur. Donc, c'est très intéressant ça. Voilà. Et donc à la fin de cette conférence, donc il y avait le fameux apéro dînatoire. Et c'est là qu'on a discuté, qu'on a échangé sur nos différents univers. Et du coup, moi je me suis dit, tiens, ça serait bien de pouvoir collaborer. Je suis compositeur, tu es compositrice, tu es chanteuse. Faisons une collaboration. C'est génial. C'est parti comme ça et moi je suis très ouverte, très curieuse de découvrir plein de styles musicaux, de me renouveler. Et donc pendant pas mal de mois, on se voyait régulièrement, on essayait des choses. Et cet été, on est allé au Festival Jésus à Paray-le-Monial, un festival de musique chrétienne. Et c'était magnifique, on a été très touchés par tout ce qu'on a entendu. Et au retour, dans l'été, tous les deux, on n'avait pas de vacances tout de suite, on travaillait un peu à Paris. Et c'est là qu'on a eu l'inspiration de la chanson Traversée. Qui parle de traversée du désert, de comment le Seigneur nous accompagne dans les périodes difficiles, qu'il est toujours à nos côtés. D'accord. Il y a alors ce dimanche, parce que ce dimanche, il y a un concert, c'est le 24 novembre à 16h. On va voir l'affiche d'ailleurs. Vous pourrez retrouver Clémentine Stepanov en concert à Paris, et ce sera à l'église Notre-Dame de la Gare, place Jeanne d'Arc à Paris, dans le 13e arrondissement. Vous voyez l'affiche pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur les différents canaux télévisuels. À quoi doit s'attendre le public? Alors c'est des chansons poétiques et mystiques. Ça part du quotidien. Il y a des chansons comme J'aime la pluie, simplement trouver la joie de vivre même quand il pleut. Il y a des chansons qui parlent de mes rencontres, de la petite Blanche qui est ma filleule, qui est handicapée, qui lutte contre la maladie avec courage. Et quand je me suis mise à écrire, il y a des choses qui étaient dans mon cœur qui ont pu jaillir. Et j'ai écrit dans une école qui s'appelle la Manufacture Chanson. On avait parfois des thèmes et on m'a dit écris sur un prénom, sur quelqu'un d'autre que toi. Et j'ai écrit donc sur Blanche. Chanson avec une mélodie un peu latine qui permet d'apaiser un peu le côté douloureux de la lutte contre la maladie. Il y a aussi la chanson Amitié particulière qui parle de ma correspondance avec un détenu, un prisonnier que j'ai rencontré au Festival d'Avignon quand il était sorti. Et est-ce que ça fait oui, mais là on l'entendra dans un instant. C'est alors sur scène, tu seras donc accompagné du guitariste Carlos Builes, ou Carlos Buil, je sais pas, c'est Builes. Comme ça, oui. Il est colombien. Il est colombien, et le percussionniste Jonathan Kahn. Voilà. C'est deux camarades de musique rencontrés au fil de cette année. Et Jimmy chantera un peu avec moi aussi sur notre chanson Traversée. Ce sera la première et ce sera très beau dans cette église. Mais surtout qu'une église, ça résonne vachement bien. Avec Victoria, on était justement, nous, dans un spectacle. Enfin, on a été voir un spectacle. Et d'ailleurs, je remercie l'ambassade d'Autriche de nous avoir invités à ce concert des 200 ans de Anton Bruckner. Ça a une résonance... C'est pas une salle de spectacle normale, quoi. Ça prend une dimension émouvante et spirituelle. Bien sûr, il y a un côté spirituel. Une de mes grandes sources d'inspiration, c'est Dieu. C'est lui qui me guide, même si je me suis mise à faire un peu de composition à la guitare. C'est venu d'un jour où je priais pour la Pentecôte. On invoquait l'Esprit Saint. Et c'est un peu étrange. Mais j'ai eu l'image intérieure de Jésus qui jouait de la guitare. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis autorisée à acheter une guitare et à m'y mettre. Et
Et c'est avec cette guitare que je compose et je me raccroche à ça quand je me demande mais non, t'es comédienne, est-ce que tu peux écrire des chansons? Ben non, c'est un appel un peu extérieur. Et mon désir, c'est de transmettre de l'espérance, du courage, de la paix. Et pourquoi le thème de la liberté? C'est une quête de liberté intérieure que je partage, qui est à la fois intime et universelle. De toute façon, la liberté, on en a besoin. En attendant de te retrouver sur la scène d'Armada à nouveau avec cette chanson, est-ce que ça fait oui? Une chanson donc issue de ton nouvel album Liberté. Donc je vous rappelle que Clémentine Stepanov sera en concert ce dimanche. Tu peux rejoindre la scène avec Paul-Aimé Guérin à la guitare. Donc ce sera donc dimanche, notez bien, dimanche 24 novembre, c'est ce dimanche qui arrive à 16h à l'église Notre-Dame de la Gare, place Jeanne d'Arc, c'est métro national si je ne m'abuse. National. À Paris dans le 13e. C'est entrée libre, place donc à la poésie, place à la musique. On se retrouve tout de suite après. Est-ce que ça fait oui? Est-ce que ça fait non? Une simple question à mon ressenti, de l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur, de l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur. Sous les feuilles mortes, retrouver la force. Sève sous l'écorce, retrouver la porte. De l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur. De l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur. La miséricorde, non le sacrifice. Ne rien faire par force et rien par supplice. De l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur. De l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur. Tu me conduis par un chemin de sagesse, par des sentiers de droiture et de vérité. Loin de la fusion, exprimer ses choix, faire séparation, se retrouver soi, de l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur. À vous, de l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur. Le chemin du cœur. L'intérieur vers l'extérieur. Par-dessus tout, veille sur ton cœur. De l'intérieur vers l'extérieur. Retrouver le chemin du cœur.
Bravo Clémentine Stefanov, Merci accompagnée beaucoup. de Paul Aimé. Merci à Paul Aimé Guérin. Paul Aimé. Merci beaucoup. Donc, elle sera en concert le dimanche 24 novembre à 16h avec Carlos Builes à la guitare et Jonathan Kahn aux percussions à l'église Notre-Dame de la Gare, place Jeanne d'Arc. Place Jeanne d'Arc 75 013 Paris, hein, c'est entrée libre. On va passer à nos partenaires, la Fédération France-Slovaquie. Vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison avec ses différentes associations slovaques qui la composent, hein, comme l'école du Petit Slavique, mais aussi l'association des originaires et amis des pays tchèques et slovaques et beaucoup d'autres. Elle vous donne rendez-vous dimanche ce 24 novembre de 13h30 à 22h pour un Slovenské hody, une journée de fête avec repas, de la danse, des défilés de mode et plein de surprises à l'Atrium de Rueil-Malmaison près de Paris. Inscription hein, sur le site de la Fédération France-Slovaquie. On va peut-être pouvoir voir l'affiche, je crois. Non, il est juste derrière. Voilà, c'est ça, c'est l'affiche. Bon, là, vous avez le programme en même temps. Ça fait un deux en un, comme on dit chez nous. Voilà, c'est LOASO, Association Fédération France-Slovaquie. Vous allez trouver la page. Et donc, vous pouvez vous inscrire aussi. Ensuite, on en a un autre. C'est l'Aki, Atelier de Transformation. Exactement, c'est une association qui propose aux hommes et aux femmes des transformations de leur image pour accompagner l'évolution de leur carrière professionnelle, aussi les formations pour les étudiants des établissements supérieurs pour mieux appréhender l'image dans le cadre professionnel, mais c'est aussi les événements comme la conférence spectacle le 5 décembre sur l'histoire de la lingerie, défilé de mode sensuelle et sexuelle et un concert avec la danse orientale également. Inscription et billets sur la page Instagram Massoli Coach Style en cliquant sur le lien dans la bio. D'accord. Et je crois qu'on a l'affiche. Voilà, ça c'était beau. Enfin, sensualité, lingerie et histoire le 5 décembre à 19h. Je peux dire un secret ? Allez, dis-le. Que tu vas y jouer du saxo ? Oui, écoute. Il fut un temps, j'étais saxophoniste professionnel. Ok, d'accord, je re-signe. Merci voilà. Anna. Et puis, bien sûr, avec la présence d'un invité d'honneur en plus. Exactement. Marc Scalia, si j'ose. Voilà. Et entre autres, il y a plein d'invités. Voilà, vous avez de quoi faire. Et puis enfin, Aïma et Aï Kokoa, si vous rêvez de vacances inoubliables à la neige, dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, vous baignez dans un immense spa, buvant du champagne au bord de la piscine et en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qu'est le parc de Maramureș, il ne vous reste plus qu'à préparer vos valises, contacter les chalets Aïma et Kokoa. Vous les trouvez sur tous les réseaux, y compris TikTok, Instagram, Facebook. Voilà. Vous les contactez, vous partez en vacances, c'est dépaysant totalement. C'est franchement des vacances inoubliables. Merci encore à nos invités d'avoir accepté nos invitations. Merci beaucoup. Victoria Ivankova Dakuyu, cofondatrice de l'Académie ukrainienne de la culture et des arts en Ukraine. On croise les doigts pour le projet Shelter 6, Shelter 6 et sa venue à Paris. Merci beaucoup Marie-France Claire. Je rappelle certains de vos livres, donc Impossible voyage et 5 Zinnia pour mon inconnu. Allez sur son site. Merci beaucoup Clémentine Stefanov et merci à Jimmy Diallo, merci à Paul Aimé Guérin. Donc on vous rappelle que le concert Liberté ce dimanche à 16h à l'église Notre-Dame de la Gare, place Jeanne d'Arc à Paris dans le 13e. Le Métro National, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. La semaine prochaine, dans Bienvenue à l'Est, nous recevrons la styliste Angela Dalakian et une pièce de théâtre. Ça s'appelle Qui est coupable. Qui est coupable. Ça parle d'amour. C'est c'est génial. On a vu la pièce, franchement. Allez la voir, c'est bientôt ça va être bientôt repris sur... là, il joue 4 jours jusqu'à dimanche. C'est au Théâtre de la Jonquière. Et à partir du 7 décembre, c'est au Théâtre Clavel pendant 1 mois et demi. Franchement, allez voir cette pièce, c'est magique. On ira aussi au théâtre, bien sûr. Et cette pièce, c'est signée Ivan
Karpenko-Kari. Donc c'est un peu la veine de Tchekhov. C'est la compagnie Hors des frontières. Et nos invités seront Maria Kirishenko et Gary Darancy. Directeur de la troupe. Directeur de la troupe, il faut savoir que la compagnie, la moitié des comédiens et des comédiennes sont ukrainiens et français. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'Avenir. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Anna, hein et allez, bienvenue à l'Est sur Armada et pensez à rire. C'est le plus important. Ciao.